Euh, donc, je vais commencer par les principes de bioindication sur les macro-invertébrés. Qu'est-ce que les macro-invertébrés? Ce sont en fait tous les invertébrés aquatiques qui font plus de 0,5 mm. C'est la taille des filets et des tamis avec lesquels on travaille. Majoritairement les larves d'insectes, pas que, et certains adultes aussi, donc des trichoptères, larvaires, des plécoptères, larvaires, des coléoptères, adultes et ou larvaires, mais aussi voilà, des mollusques, des crustacés comme les azelles. Et on a même ici une hydre, donc un cnidaire. Euh, Ce sont aussi les planaires, les sangsues, les oligoquètes. Beaucoup de taxons différents donc chacun de ces taxons a une écologie propre et une propre tolérance par rapport à son optimum. Donc au niveau de l'eau, la qualité physico-chimique, les polluants, la température, etc. La quantité d'eau aussi. Euh, des spécificités selon les habitats. Certains sont inféodés aux plantes, d'autres aux bois morts, d'autres aux pierres, etc. Et aussi des exigences quant aux autres taxons présents à l'ensemble de la biocénose. Les proies pour les prédateurs pour les proies, les hôtes, etc. À titre d'exemple, voici une azelle ici sur sa litière de feuilles mortes. Donc elle a besoin de matière organique abondante, elle tolère les eaux chaudes, les pollutions organiques, et elle est ovovivipare et polyvoltine. Donc elle peut, dans une certaine mesure, éviter des perturbations momentanées dans son cycle de reproduction. Inversement, les grandes perles, donc un dinocrasse ici, dans l'Ain, c'est un prédateur, il aime les eaux fraîches et bien oxygénées, il est polluosensible, il fait des pontes libres dans le milieu et il est univoltin, voire semi-voltin, donc il peut moins éviter la pression. Donc on a deux taxons qui ne sont pas du tout représentatifs des mêmes conditions. Le but d'une analyse macro-invertébrée, c'est l'établissement d'une liste faunistique par station par an. Donc on a un suivi annuel. Euh, on essaye d'avoir des suivis historiquement les plus constants possibles. Et ça permet d'évaluer la qualité écologique. Ça, c'est un exemple de liste faunistique avec un dinocrasse et ses abondances dans les trois phases du prélèvement. Donc, grâce à la diversité et aux traits bioécologiques des taxons, la liste elle reflète la qualité de l'eau par différents aspects, la diversité morphologique du milieu, donc sur la diversité de la liste, mais aussi la stabilité du milieu. C'est peut-être une évidence pour certains qui sont rompus à la bioindication, mais je voulais préciser ça. Donc, le principe de cette méthode, c'est que c'est une méthode qui est normée et reproductible. En l'occurrence, là, on travaille de façon similaire depuis à peu près 2008, selon les endroits. Un prélèvement est constitué de 12 placettes. Une placette, c'est un coup de filet d'un 20e de mètre carré, comme ça. Ensuite, au laboratoire, détermination des taxons sous loupe binoculaire et comptage exhaustif pour les abondances. Les prélèvements qu'on fait se basent sur des plans d'échantillonnage qui sont basés sur une description de la station, avec là c'est la loue à la confluence, avec voilà, un peu de racines, beaucoup de pierres, un peu d'algues, un peu de dalles et 10% d'autres choses ailleurs. On superpose à ça des classes de vitesse et voilà, on a 4 classes de vitesse. Et au final, c'est la plupart des substrats qui sont préservés en variant plus ou moins les vitesses, puisqu'il n'y a que 12 prélèvements, pour donner une image représentative du peuplement en qualité et en quantité. Une fois cette liste faunistique obtenue, on utilise l'outil EM2, c'est un outil informatique, donc indice invertébré multimétrique. Et cette liste faunistique donc, est rentrée dans l'outil informatique qui permet le calcul de 5 métriques élémentaires que je vais présenter un peu. Et ces 5 métriques permettent le calcul de l'indice qui est la note officielle de l'évaluation de l'état écologique de l'eau dans le cadre de la DCE. Cet outil informatique, I2M2, a un autre versant qui est le diagnostic des pressions. Ça permet d'aider à identifier les causes d'altération en suspectant le type de pression qui est exercée en se référant au peuplement. Voilà. Je viens de parler de bon état écologique. Donc la DCE exige l'atteinte du bon état écologique des eaux de surface, mais cet indice doit donc délimiter ce bon état écologique. Donc il faut le délimiter. Alors il y a 5 classes d'état qui existent. Très bon, bon, moyen, médiocre, mauvais. Le seuil officiel, enfin le plus officiel, c'est entre bon et moyen. Et ces classes d'état s'expriment sous forme d'un ratio à la référence. Seulement la référence, qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est défini, enfin le bon état est défini comme de légères modifications ou de légères détériorations par rapport à des niveaux non perturbés. Donc, des niveaux non perturbés, pour les petits cours d'eau de tête de bassin dans le Morvan, peut-être qu'il y en a. Pour des gros systèmes de la taille de la Loue, j'en connais pas. Je doute qu'il y en ait en Europe occidentale. Donc après, on change de zone biogéologique. Bon. Donc ça pose des questions. Donc en guise de référence, ce qu'on a actuel, c'est le moins impacté disponible. Voilà, qu'on ait sous la main. Alors ça, on vient d'avoir une présentation qui détaille encore plus ça. Voilà. Les morphologies sont simplifiées et les abondances qu'on connaît aujourd'hui sont divisées par 5 de mémoire de biologistes, comme le sont les insectes aériens. D'ailleurs, il y a peut-être une partie de la déplétion aquatique qui est due à des problèmes aériens. Et le sont pour les poissons, etc. Alors, j'ai écrit 5 ici. J'aurais peut-être pu mettre 10, j'aurais peut-être pu mettre 100, j'aurais peut-être pu mettre 1000 pour certains taxons. Il y avait des mannes des mannes d'éphéméroptères qui n'existent plus. Enfin, voilà. La question historique est à prendre de façon délicate. Donc, une fois ceci posé, aujourd'hui, les cours d'eau des différentes régions n'ont pas le même potentiel biotique. Il a été tracé des HER, des hydro-écorégions, qui servent à calibrer le potentiel biologique des rivières, et elles sont déterminées grâce à l'homogénéité du relief présent, et donc de la pente, donc ça influence aussi pas mal de choses, de la géologie, nutrition de l'eau, du climat, de la géochimie des eaux, donc, etc. Donc il y a 21 hydro-écorégions en France, et il y en a 8 en BFC, dont certaines sont très peu représentées, et d'autres beaucoup plus, au niveau de la surface et au niveau du nombre de stations. Voilà. Donc le Massif central, par exemple, il y a 1 ou 2 stations selon les années, mais il y a le Massif central nord qui en a plus. Et donc au maximum, côte calcaire est, il y en a entre 75 et 120. Et ça, c'est complètement illisible, bien sûr, mais c'est juste pour montrer que au final, sur toutes les HER considérées, moi, j'ai travaillé avec seulement 2 seuils de bon état, un pour le cas général et un pour l'HER5. C'est celle-là et celle-là, les seules qui sont vraiment différentes. Oups, j'ai fait une bêtise, j'ai appuyé sur échappe. Je ne sais pas sur quoi je dois réappuyer, pardon. Merci. Le calcul de l'IDM2 et des pressions. Donc, l'IDM2 calculé, comme je l'ai dit, à partir de 5 métriques qui sont des descriptions du peuplement et des taxons, les deux différences. Et ces 5 métriques sont connues théoriquement pour réagir à différents facteurs du milieu. Et je ne vais pas les détailler, ça réagit surtout à la stabilité du milieu d'une part et à la diversité du peuplement, donc la diversité du milieu d'autre part. Les pressions, elles, sont calculées indirectement, même très indirectement, d'après les traits bioécologiques des taxons présents dans la liste faunistique. Et elles sont calculées en se basant sur des stations où les pressions sont connues. C'est-à-dire, est-ce qu'un certain agencement de certains traits de la liste est corrélé à l'état de pression connu sur une station? C'est comme ça qu'on les a établis. Ce sont uniquement des suspicions de pression, ce ne sont pas des mesures directes, et il y en a 12 au total, 6 qui sont liées à la qualité de l'eau et 6 qui sont liées à la qualité du milieu. Donc voilà, ce ne sont pas des mesures directes. S'il y a une pression de nitrate, on ne mesure pas des nitrates, on mesure un peuplement qui a des traits qui ressemblent à des stations dans lesquelles il y a des nitrates. Voilà. Passons aux résultats. Alors, la bioindication se fait à l'échelle d'une station. Moi, là, j'ai travaillé à l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté ou à l'échelle des HER, parce que c'est un travail qui me semblait pertinent. Alors, pour commencer, je voudrais parler du contexte hydrique. Il y en a peut-être qui ont vu la présentation d'Erwan. Il y en a peut-être qui étaient en France cet été. L'hydraulicité des années récentes, je l'ai mesurée avec un peu mon petit moyen à moi, c'est que j'ai fait un calcul relatif de la violence de l'étiage. J'ai calculé le VCN3, donc l'étiage, par rapport au niveau moyen du débit du cours d'eau. Donc ça me donne un ratio de violence de l'étiage. J'ai pris une station par HER, une grosse rivière
représentative. Et c'est pas beau, hein. À 2001, c'était mouillé, mais sinon, on perd beaucoup d'eau. Quand on fait la moyenne en BFC, c'est toujours pas beau. Alors là, le cas est là, c'est assez extrême. On passe d'un rapport de 1,8 à 1,4, donc voilà. Si on se base sur les travaux d'Erwan, on a quelque chose de beaucoup moins pire, mais qui est quand même très alarmant. On est à moins de 30% d'eau à l'étiage en 10 ans. Ça, les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est gigantesque, moins un tiers en 10 ans, quoi. Alors, un petit exemple de résultat pour voir quand même une station toute seule à quoi ça peut ressembler. Donc la Balerne, c'est une de nos stations de référence. Donc elle se situe à un niveau élevé, au-dessus du seuil de très bon état, et elle oscille peu selon les années. La Bienne-Ager, c'est une rivière qui a un très bon potentiel, mais dont on connaît les impacts, notamment au niveau piscicole, enfin les problèmes au niveau piscicole. Elle a un très bon potentiel et elle est susceptible de monter très haut, mais elle a quand même des oscillations relativement importantes par rapport à une station de référence. La Cuisance à Vadan, c'est pareil, en pire, c'est en dessous. La Laine à Morvillard, je ne la connais pas trop en fait, mais j'ai trouvé cette donnée intéressante parce qu'on voit que les pics, les oscillations sont un peu les mêmes que les biais nageurs concernant les mêmes années, donc il y a peut-être un effet d'année, mais on a quand même pour les macro-invertébrés une augmentation de la qualité depuis sur la période 2008-2021. Et le biais rouge, je voulais le montrer parce que ça, c'est ce qui arrive quand on répare l'assainissement sur un petit cours d'eau. Donc ça, c'est quand même un point encourageant. Voilà. Alors, je vous propose une approche statistique pour le classement des stations pour se défaire un petit peu de l'idée de seuil de bon état, en prenant toutes les analyses effectuées depuis 2008 sur tous les cours d'eau. On a 3328 données. Et si on met les notes obtenues en fonction du pourcentage de stations qui obtiennent ces notes, on obtient une courbe extrêmement lissée, extrêmement jolie, on dirait un processus physique. Voilà, donc ça se lit comme ça. Si on a un I2M2 de 0,72, okay, ça intercepte la courbe ici, ça désigne 70%, ça veut dire qu'il y a 30% de stations qui sont en meilleur état que cette station et 70% qui sont en moins bon état. Donc ça permet un classement relatif de la station, indépendamment de son HER, indépendamment de sa taille, etc. C'est pour le principe. Si on utilise cette courbe pour mettre les différentes classes d'état officielles, on voit que la limite entre bon état et mauvais état, elle est ici, et que sur l'ensemble des analyses, il y en a 75% qui ressortent en bon état, ce qui ne va pas dans le sens de ce qui est ressenti par beaucoup d'acteurs de l'eau ou d'utilisateurs de l'eau. Et donc les classes de mauvais état sont peu discriminantes et les classes de bon état sont peu discriminantes aussi. Voilà, je précise que c'est des courbes qui n'ont pas un caractère officiel. Donc moi, ce que je propose, c'est d'utiliser, alors j'ai fait le même graphique avec les 5 métriques au lieu de juste l'I2M2, c'est d'utiliser des classes de taille constante, là de 25% en l'occurrence, et de proposer des seuils qui permettent d'utiliser voilà, le résultat d'une station pour la connaître de façon relative par rapport aux autres. Voilà, ça c'est les seuils pour les 5 métriques et pour 4 classes de taille d'effectifs égales. Voilà. Ça se lit comme ça. On peut le faire par HER, donc ça c'était pour la BFC, j'ai fait les données aussi pour chaque HER, ce qui est un peu plus pertinent, parce qu'on voit par exemple que là, alors là j'ai fait des classes de 20%, parce qu'on peut être plus précis, okay, donc 5 classes. On peut voir que, par exemple, ici, le deuxième seuil correspond ici au premier seuil. Donc, ça vaut le coup de regarder à minima par HER. Voilà, ça c'était pour les pressions N2M2, et c'est encore plus important de le faire pour les pressions de l'outil Diag, s'il y en a qui sont amenés à utiliser, et je pense que c'est comme ça qu'il devrait être utilisé. Voilà, ça c'est le même genre de graphique, mais avec les 12 pressions. Un trait, c'est une pression, et on voit qu'elles n'ont pas du tout le même comportement statistique. Alors, les pressions, elles fonctionnent avec un seuil de significativité. Quand on est au-dessus, on a un problème, quand on est en dessous, en théorie, on n'a pas de problème. Donc c'est pour ça, là, le rouge est en haut. Si on prend la pression pesticide en noir, on voit qu'il y a de l'ordre de plus de 80%, 95%, plus de 95% des stations, des prélèvements, qui ont montré des problèmes de pesticides.
Donc voilà, pour normaliser un petit peu ça, bah, je propose des seuils avec des classes d'état ici et donc les pressions les moins présentes, celles qui sont les plus discrètes, comme les matières azotées apparaissent en verte, les autres apparaissent en rouge. Voilà. Donc ça permet un petit peu d'avoir sur notre tableau de bord, hein, de savoir que les échelles ne devraient pas être les mêmes. Parallèlement, il y a certaines pressions qui sont très corrélées entre elles, qui sont un peu redondantes vu qu'elles sont mesurées de façon très indirecte. Par exemple, matière phosphorée, matière azotée, 92% de corrélation, ça vaut peut-être pas le coup de regarder les deux. Voilà. Passons maintenant au bilan et aux tendances, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire dire à ces chroniques depuis 2008. Donc, l'I2M2 moyen en BFC. Donc, de manière très générale, comment vont les rivières? Alors, j'ai mis les deux seuils de bon état officiels, celui qui est le cas un peu partout, celui de l'HER5. Et il n'y a pas vraiment d'oscillation, il n'y a pas vraiment de tendance, mais quand même, depuis 2016, ça ne fait que baisser nettement. Bon, est-ce que c'est significatif? En tout cas, si ça allait de mieux en mieux, on ne verrait pas ça. Hein. Le nombre de stations en bon état en BFC, voilà, ça oscille. On a ce même creux là dans ces années-là qui remonte, donc probablement lié à l'hydrologie ou je ne sais, voilà, un facteur à cette échelle-là, avec quand même une déplétion de stations en bon état qui est moins pire. Il y a une variation qui est importante. Hein, on a 28% d'écart quand même du nombre de stations en bon état qui change. Les HER sont très inégales les unes par rapport aux autres. Okay, le graphique parle de lui-même. Il y en a qui ont des moyennes loin au-dessus du bon état, d'autres systématiquement en dessous, comme la plaine de Saône. C'est simplement pour avoir un caractère général. L'HER5, je l'ai mise à part parce qu'elle a un seuil différent. Donc elle est loin au-dessus de son seuil. C'est la théorie, c'est le seuil officiel. Hein. C'est là aussi qu'on a des problèmes de mortalité piscicole. Voilà, donc l'HER5, c'est Jura Préalpes du Nord, c'est les massifs du Jura, si vous voulez. Voilà. En regardant un peu plus dans le détail, on peut regarder le très bon état. Combien on a de stations en très bon état? Alors, il y a des stations pour lesquelles c'est quasi absent, hein, dans dépression sédimentaire. Il y a des stations pour lesquelles il y en a beaucoup plus. Les Vosges, par exemple. Donc ça, c'est une proportion. Il n'y a que 4 stations dans les Vosges, donc c'est facile d'avoir 40% aussi. Mais voilà, c'est pour illustrer l'hétérogénéité. Et si on regarde à l'échelle de la BFC, voilà, la tendance mathématique, ça semblerait peut-être être de plus en plus de stations en très bon état. Bon, pourquoi pas. Mais sauf que depuis 2016-2017, on ne fait que descendre. Mais on était aussi à un seuil, une proportion qui était la plus élevée depuis le début de la chronique. Donc je pourrais difficilement être conclusif, mais quand même, si on met ça en perspective avec les niveaux d'eau, c'est pas la joie. Si on regarde les stations en mauvais état, donc la plus mauvaise des classes, là par contre ça laisse assez peu de place au doute, surtout pour la période récente. Alors là ça commence en 2018, mais c'est pas beau. Voilà. Un hydrobiologiste est triste quand il voit ça. Voilà. Ça ne touche pas toutes les HER. Si on regarde, ça c'est la même courbe que la rouge, hein, c'est les mauvais états. En fait, ça ne touche que certaines qui sont peut-être voilà, des stations particulièrement impactées, laissées à l'abandon. Il faudrait regarder dans le détail, mais ce n'est peut-être pas un phénomène général non plus. Voilà. Celui-là, je vais passer directement à la suite, en fait. Voilà, c'est simplement pour illustrer les différentes pressions. Si on les met toutes les unes à côté des autres, on voit qu'on ne peut pas vraiment les mettre sur la même échelle. Il n'y a pas de tendance véritable. Voilà. Ça se voit en fait sur ces graphiques-là, qui sont mes derniers graphiques. HER par HER. Ici, on est dans le passé. Ici, on s'approche du présent. Alors, ça va que jusqu'en 2017, malheureusement, pour ces chroniques-là. Enfin, mon travail. Voilà, on n'a pas vraiment de tendance temporelle à l'amélioration. Ici, c'est le massif central. C'est très hétérogène parce qu'il n'y a qu'une station ou deux stations. Donc, c'est un phénomène très peu lissé. Plaine de Saône, beaucoup de stations. C'est très lisse. Pas de tendance. Côte calcaire, est, pas de tendance. Et là, voilà, avec les yeux de la foi, dans les Vosges, on voit quand même une tendance à l'amélioration, puisque vous voyez, le rouge n'est plus rouge, le orange devient vert, le vert devient bleu, et le bleu foncé apparaît. Donc on aurait des baisses des valeurs, des indicateurs de pression. Et ici, bon,
tendance, voilà, j'aimerais y croire pour les tables calcaires. En conclusion, simplement, les macro-invertébrés sont un seul des volets de la bioindication. Il faut regarder les diatomées, il faut regarder les poissons, il faut regarder les plantes qui indiquent d'autres choses, qui intègrent d'autres choses. Les seuils de bon état réglementaire sont éloignés des états naturels connus. Voilà, je le dis, je le redis, il ne faut pas sombrer dans l'amnésie écologique et penser que ce qu'on a de moins pire aujourd'hui, de mieux, correspond à un état naturel désirable. Ce n'est pas mon point de vue. L'I2M2 et les outils diagnostiques permettent de rechercher des causes, de suspecter des causes aux dégradations observées. Et voilà, je vais passer rapidement là-dessus, simplement, parce que je viens de le dire. Simplement pour préciser que les pressions ne donnent pas la même tendance que l'I2M2. On avait vu quand même une chute pour les I2M2 ou l'état des stations, une baisse de qualité, alors que les pressions semblent plutôt montrer une légère amélioration. Donc les pressions sont là pour cibler et non pas pour indiquer un niveau de qualité général. Voilà. Dans l'ensemble, on ne distingue pas vraiment de tendance visible depuis 2008. Même si certains résultats, ainsi que l'hydrologie, laissent envisager une aggravation pour le futur. Je vous remercie de votre attention. Merci. Donc, question. Alors oui, petit rappel, quand vous posez une question, si vous pouviez dire votre nom et éventuellement votre affiliation, si vous êtes dans un organisme. Hein. Bien sûr, le micro, s'il vous plaît, vous pouvez l'apporter là-bas. Bonjour, donc Sébastien Lamy, donc l'OFB dans le Doubs. Moi, j'aurais 2-3 questions à Laurent concernant donc cette notion de bon état, hein, qui en définitive découle pas seulement donc de ces aspects invertébrés. Pour autant, tu as évoqué un certain nombre de pistes de réflexion quant à leur interprétation en relation avec le bon état. Est-ce qu'on pourrait développer un petit peu comment pourrait intégrer un peu ces classes dont tu parlais tout à l'heure, où tu as scindé un peu plus les choses, histoire d'avoir une vision un peu plus précise? Parce que c'est vrai qu'au bout du compte, on s'aperçoit qu'on est quand même très très loin entre ce que représente le bon état écologique dans la vision sociétale aujourd'hui et ce qu'est la réalité. Et qu'au cours de notre travail de terrain à nous, ça pose quand même un réel problème de compréhension des choses et des problématiques. Et que c'est loin d'être anodin, parce qu'en définitive, les gens qu'on rencontre sur le terrain, à partir du moment où ils ont conscience, enfin on leur dit qu'un cours d'eau est en bon état écologique, ils n'ont pas forcément l'expertise nécessaire pour aller plus loin dans la démarche, et du coup on se retrouve avec un travers qui est énorme dans la compréhension des problèmes locaux, etc., et qui limite énormément les prises de conscience. Donc comment on pourrait faire pour que ces métriques elles puissent un peu être traduites dans ce bon état écologique, alors qu'on voit des effondrements considérables d'invertébrés, en ichtyologie pareil, etc. etc. quoi. Alors, j'ai l'impression que tu me poses un petit peu une question à laquelle je répondrais si j'étais, je sais pas, ministre ou quelque chose comme ça. Moi, ce que ça m'évoque, c'est que aux valeurs numériques, aux valeurs chiffrées, on met des mots en face, ou on met des valeurs humaines. On appelle bon état un état, si tu veux. Peut-être qu'on ne devrait pas l'appeler bon état. Peut-être qu'on devrait l'appeler EQR 0,52. Parce que le seuil, c'est 0,52. Et on devrait arrêter de dire qu'une rivière, elle est en bon état. On devrait dire qu'elle est à 0,52, ou elle est au-dessus de 0,52, peut-être. Avant l'IBGN, on parlait de Jean Verneau tout à l'heure, les notes, elles étaient sur 20, comme les notes à l'école. Et donc, 14, en plus, ça dépendait de la scolarité qu'on avait. Il y en avait, ils étaient contents quand ils avaient 16, il y en avait, ils étaient contents quand ils avaient 12. On avait le même problème. Une rivière, elle avait 14 sur 20, on se dit, ouais, c'est pas mal 14 sur 20. Enfin, moi, j'en avais jamais des 14 sur 20. Enfin, mais en fait, non, un 14 sur 20, ça aurait dû s'appeler un -6, parce que c'était sur 20. Et encore, si tu regardes le tableau, ça fait des diagonales comme ça. Et en fait, le 20, il est sur la diagonale et au-dessus de la diagonale. Donc, dans le tableau, on aurait même pu mettre un 21 sur 20.
Donc, simplement pour dire que pour moi, ta question est absolument inextricable à mon niveau, déjà d'une. Et ensuite, les rivières sont pas en bon état. Les poissons effondrement, les invertébrés effondrement en quantité. Donc, voilà, je m'arrête là, Okay. je suis sans voix. Désolé. Écoute, à ce moment-là, juste en 2 secondes, c'est juste reformuler. Comment est-ce que, si tu veux, ton expérience et ce que tu proposes pourrait faire son chemin en définitive? Parce que quand même, des pistes de réflexion, tu en avais, tu les as apportées. Tu étais un peu plus loin dans l'interprétation tout à l'heure que ce que l'outil le permet. Donc c'est bien que tu as des pistes de réflexion. Et c'est comment ces pistes de réflexion pourraient petit à petit germer pour obtenir quelque chose qui soit un peu plus pertinent. Alors, il faut que je mette quelque chose en perspective, c'est que les seuils de bon état officiel sont en fait une valeur absolue. On parle d'état absolu. Mais moi, mon travail de calculer des classes, c'est exactement l'inverse. C'est un travail relatif, si tu veux. Donc, ce qu'on pourrait faire, ça serait de recalibrer les propositions de seuil de classe d'effectifs égales que j'ai faites sur des états absolus, mais basés sur quelque chose d'historique, par exemple. Mais là, on aurait du rouge un peu de partout, quoi. Enfin, en fait, on aurait du rouge partout. Du coup, à nouveau, ça perdrait du sens. Donc, si tu veux, il faudrait une gradation pour dire qu'il y a des endroits qui sont pires que d'autres. Mais au final, ça dépend de l'utilité qu'on va avoir de ce diagnostic. C'est-à-dire, on va le donner à qui? On va le donner à des élus, à des acteurs. Quelle est leur marge derrière? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Parce qu'en fait, je veux dire, on sait que l'assainissement, les épandages, les stations d'épuration, les industries, etc., on le sait déjà. Il faut fermer les robinets de saleté dans l'eau. On va passer à une question suivante, Bernard. Oui, Bernard Frochot, ex-Université de Bourgogne et maintenant plutôt pêcheur. Là, je voudrais poser la question de la finesse de détermination requise, puisque, effectivement, on nous a dit récemment que pour la loue, par exemple, il peut y avoir 2 espèces très voisines d'éphémères, l'une très sensible et l'autre, au contraire, tolérante, et que si on ne va pas assez loin, si on ne détermine pas jusqu'à l'espèce, on risque de passer à côté de l'indication. Et d'autant plus qu'on voit apparaître des tentatives sympathiques de biologie participative, où on dit aux gens, faites vous-même vos IBGN, alors on va s'arrêter à ce moment-là au genre ou à la famille, qu'est-ce que ça vaut, quoi. Donc c'est la question de cette difficulté-là. C'est une question complexe. Je n'ai pas forcément le bagage théorique pour répondre dessus, parce que je pense qu'il faudrait être une encyclopédie. L'IBGN travaillait à la famille. Nous, on travaille maintenant au genre, pour la majorité des taxons, famille pour les diptères. En effet, certains genres sont très variés et apportent une indication écologique relativement faible en termes de bio-indication pure de l'écologie du taxon. Ça, c'est un fait. Mais quand on utilise une chronique temporelle sur une station, on mesure quelque chose et on obtient un résultat. Et ça serait un peu long à expliquer, mais ma petite expérience dans le domaine montre qu'au bout d'un moment, il y a certainement des choses plus pertinentes à mesurer que d'autres, mais si on mesure un truc tout le temps le même, qu'on le mesure bien, eh ben, on obtient quand même un indicateur. C'est le problème aussi, par exemple, avec les pressions. C'est comme si on avait un tableau de bord avec des cadrans, et en fait, l'étiquette sous le cadran, on ne sait pas trop ce que c'est. Par contre, on sait que quand c'est tout le temps dans le rouge, c'est qu'il y a un problème. Donc, voilà, j'espère avoir répondu à votre question. On en sait assez pour éviter les pollutions. Pardon, brièvement pour avoir plus éventuellement de questions, parce que l'heure tourne. C'est bon? Non, mais C'est bon. C'est bon, ok. Une autre question, éventuellement? Oui. C'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt pour compléter, mais c'est par rapport aux propos d'avant. C'est que on a des visions possiblement locales par rapport au bon état
pardon, Julien Bouchard à l'Office français de la biodiversité, donc collègue de Laurent. Chef de Laurent. On a des visions locales du bon état. Alors je pense au cours d'eau de Franche-Comté avec les histoires de poissons qui meurent, et donc on a dit voilà, les indices sortent en bon état, mais pourtant les poissons meurent. Donc je pense que toi, Sébastien, par exemple, tu as cette vision-là. Par contre, je rappelle quand même que si on dézoome à l'échelle française et à l'échelle de la région, et c'est ce qu'avait présenté Marie-Pierre hier dans son discours d'introduction, on ne dit pas qu'au vu des indicateurs DCE, tout est en bon état, pas du tout. Hein. Les chiffres, c'était moins de 30% des masses d'eau qui sont affichées en bon état aujourd'hui. Donc il y a bien cette vision-là globale de ça va pas, quoi. Ça va pas bien. Et ensuite, sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour intégrer son travail le faire remonter un peu en haut et puis frapper à la porte et dire ça c'est bon, mangez-en, c'est peut-être plutôt pas mal. Ça c'est assez compliqué parce que les indices, ils sont aussi intercalibrés au niveau européen. C'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier comme on veut. Tiens, on a une bonne idée, cette analyse statistique, elle est pas mal. Alors voilà, c'est très bien. Mais par contre, ça veut dire on va changer nos classes. Mais si on change nos classes, ça veut dire qu'il faut refaire un travail d'intercalibration par rapport à l'ensemble des indices européens. Donc c'est pas impossible, ce serait bien de le faire, mais on va pas arriver demain en posant ça sur la table et en disant c'est ça qu'on applique maintenant. Ok. On n'est pas obligé de supprimer la première méthode d'évaluation, on peut simplement ajouter la deuxième et avoir une analyse plus fine dans certains cas. Oui, juste pour répondre à ça, c'est à ça que sert l'outil diagnostic, parce que l'outil diagnostic, il n'a pas de valeur réglementaire de l'État, c'est l'I2M2 en fait, c'est la note d'indice qui est là, et ensuite l'outil diagnostic, il vient expliquer. Vas-y. On va peut-être faire circuler les questions parce que sinon on va tomber dans des monologues. Hein. Oui, donc bonjour Marie-Pierre de l'Adral, ancienne collègue à Laurent. Ancienne chef de Laurent. Le pauvre Laurent. Hein. Non, moi j'avais une question, mais qui est peut-être plutôt une interrogation, parce que en fait, je te remercie pour ce travail, mais on met en parallèle des indices. Comme le disait Julien, avec aussi des pressions. Et moi, je me demande si ce travail-là pourrait pas permettre une réflexion sur l'inertie des écosystèmes, parce que c'est quand même un sujet aussi bien pour comprendre la dégradation, mais aussi pour comprendre la pertinence de nos politiques de restauration. Je sais qu'avec Julien, vous suivez la confluence d'Oulou avec le désenrochement, mais moi, c'est une question que j'ai en tête depuis longtemps. C'est finalement, est-ce que nos métriques, nos indices révèlent vraiment l'inertie intrinsèque d'un écosystème qui ne va pas forcément réagir de la même... sur cette question pression-réaction, où est-ce qu'on en est un petit peu dans la réflexion? Alors, réponse brève, si c'est possible. 30 secondes. Chaque écosystème doit être en premier lieu comparé à lui-même, je pense, dans le cas parce que chaque cas est unique, chaque contexte est unique, et donc dans le cas d'une restauration, pour en mesurer les effets, je pense qu'il faut non pas faire ce que j'ai fait, un travail à l'échelle de la BFC, mais quelque chose de très local, et des fois un taxon gagné ou une abondance sur un taxon gagné ou quelques substrats gagnés, ça peut être quelque chose. Et voilà. Ok, bon, donc on va peut-être conclure là-dessus. Ça pose quand même un problème de fond qui est celui des objectifs de gestion, à un moment ou à un autre. C'est-à-dire qu'on est sur des normes, c'est bien, des tendances, c'est bien, mais finalement, qu'est-ce qu'on veut que la rivière fasse? Et ça, c'est quand même une question qui est difficile. La deuxième, c'est quelque part, vous avez dit que la référence était le moins impacté. Ça pose aussi question, parce qu'il y a un problème d'amnésie environnementale qui peut se glisser là-dessus, qui fait que petit à petit, on va accepter comme en bon état des choses qui sont très dégradées. Hein, mais bon, ce n'est pas un problème nouveau, ça. Hein.